Bonjour à tous, bienvenue à Parlons Crime. Là. Merci de votre grande patience pendant mes vacances. Ça me fait vraiment du bien à moi et ma petite cocotte là, de prendre une semaine à relaxer sur le bord de la mer. Ça nous a fait un grand bien. Donc aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire d'un tueur de Grindr. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc le 15 octobre 2015, Stephen Port, 41 ans, est arrêté par les policiers et amené en interrogatoire. À partir de ce moment-là, là, il y a une longue histoire d'horreur ainsi que la mort de plusieurs garçons qui seront mis au grand jour. Stephen Port est né à Sutton-on-Sea dans l'Essex. À l'âge d'un an, sa famille elle va déménager à Dagenham, dans l'est de Londres, où il va grandir et où sa famille là, y vit toujours. Stephen est décrit comme un solitaire, il était souvent victime d'harcèlement scolaire durant son enfance. Ses anciens professeurs le qualifiaient également de réservé. Son voisin est décrit comme ayant une personnalité particulière, enfantine, se comporte de manière étrange à l'âge adulte, puis les comportements pour lui étranges à l'âge adulte, c'était que Stephen Paul jouait là, avec des jouets d'enfants. Après avoir quitté l'école à 16 ans, il va rentrer aux Beaux-Arts, mais les frais de scolarité s'avèrent trop élevés pour ses parents, donc il va suivre une formation de chef cuisinier pendant 2 ans. Il y a une ancienne compagne de Stephen qui décrit son caractère comme enfantin, puis il explique sa rupture avec elle là, parce qu'il a fait son coming out là, vers la vingtaine. Stéphanie a vécu chez ses parents jusqu'au début de la trentaine, puis après ça, il a vécu seul là, dans son appartement à Barking, à Londres. Il a travaillé comme cuisinier dans une gare routière de Stagecoach à West Ham. On peut aussi voir Stephen Port participer brièvement à une émission dans la série télévisée MasterChef. J'ai une photo, là, je vais vous la mettre. Il est décrit comme ayant une apparence athlétique au moment des meurtres, car il fréquentait régulièrement les salles de sport. Il était chauve et dissimulait ça en public sous une perruque blonde. Cette perruque, c'était fixée par un professionnel, ça lui donnait confiance en lui quand il rencontrait d'autres personnes. Donc, je reviens dans le temps. Le 19 juin 2014, à Barking, en Angleterre, la police reçoit un appel d'un certain Monsieur Port qui dit qu'il a trouvé le corps d'un jeune homme assis inerte près de l'entrée commune de son appartement. Port dit au policier qu'il avait trouvé l'homme ainsi, il croyait qu'il devait être soit ivre, évanoui ou bien qu'il allait faire là, une crise d'épilepsie. Lorsque les policiers ont fait leur investigation, ils ont finalement appris que le jeune homme s'appelait Anthony Walgate, 23 ans. La maman d'Anthony le décrit comme un homme intelligent, drôle et talentueux. Tout ce qu'il a toujours voulu, c'était devenir un célèbre créateur de mode, puis grâce à sa passion et sa détermination, était sûr qu'il allait pouvoir y arriver. Il y a un de ses amis qui a dit qu'il était pas très doué pour la gestion financière. C'est ça qui l'a poussé à travailler occasionnellement comme un escorte gay. Cependant, il prenait toutes les précautions possibles. Il obtenait toujours l'adresse du client à l'avance, puis une photo. Euh, Toute l'information qu'il avait eue, il l'envoyait directement à un de ses amis pour savoir où il se trouvait et avec qui il était. En fouillant son téléphone, les policiers ont pu remarquer que le jeune homme était sur des sites qui était sur le site Sleepy Boy Mail Escort. En regardant dans l'application, ils ont vu une conversation avec Stephen Port. Ils s'étaient donné rendez-vous à la gare de Barking le soir du 17 juin 2014. Puis il avait offert à Anthony 800 $ pour rester avec lui cette nuit-là. La journée du 19 juin 2014, c'est là que Stephen Port a appelé l'ambulance pour signaler qu'il avait découvert le corps du jeune homme effondré en avant de sa maison. Le pathologiste qui a examiné le corps d'Anthony a rapporté que les taux de GHB dans son organisme étaient si élevés qu'il aurait entraîné sa mort par intoxication médicamentée. Stephen Port a alors été interrogé, mais il a modifié sa version des faits pour dire qu'Anthony lui avait rendu visite à son appartement, mais que sa mort était due à une overdose auto-administrée de GHB. Stephen Port a déclaré qu'il a pris de panique de peur que la police le soupçonne d'être responsable dans la mort d'Anthony. Il a déplacé le corps à l'extérieur ou par la suite il a appelé la police. Il a même fait mention là, du fait qu'il avait peur d'être accusé d'un meurtre. Donc, pour ce cas-là, il a été condamné seulement pour entrave à la justice, puis il a été libéré là, après 8 mois. Donc, le matin du 28 août 2014, le corps inerte de Gabriel Kovary est retrouvé assis contre le mur du cimetière dans les ruines de l'abbaye de Barking. Il y a une bouteille de GHB qui est retrouvée dans la poche de son pantalon. Gabriel Kovary, c'était un Slovaque de 22 ans qui a emménagé très récemment dans l'appartement de Stephen Port le 23 août 2014. En fouillant le téléphone de Gabriel, les policiers remarquent qu'il avait envoyé un texto à un ami disant qu'il avait dormi sur le sofa
puis qu'il ne voulait pas dormir dans le même lit que Stephen Port, même si lui insistait là, pour dormir avec lui. Le dernier message qui a été enregistré par le téléphone de Gabriel datait du 25 août 2014 à 5 heures du matin. Ça faisait donc là, environ 2 jours qu'il n'avait pas été vu. La cause du décès va être une overdose avec des taux de GHB très élevés et potentiellement mortels. Stephen Parr ne sera pas arrêté là, pour le meurtre de Gabriel Kovary, pour l'instant. En septembre 2014, quelques jours seulement après la découverte du corps de Gabriel, le corps inerte de Daniel Whitworth est retrouvé dans le cimetière de Barking où Gabriel avait été retrouvé. Cependant, Daniel avait une note à la main ainsi que du GHB dans la poche de son pantalon lui aussi. Dans sa lettre, il explique avoir délibérément pris une overdose de drogue suite au remords et à la culpabilité qu'il ressentait d'avoir lui-même administré l'overdose mortelle à Gabriel Kovary. Les deux hommes se seraient rencontrés lors d'une fête, puis Gabriel et Daniel étaient retournés ensemble à l'appartement de Gabriel, puis ensuite ils ont été au cimetière de Barking Abbey pour avoir des relations sexuelles. Puis c'est à ce moment-là que Daniel avait administré une dose de drogue à Gabriel Kovary, qui en était décédé. Il a tellement culpabilisé de la mort de Gabriel qu'il a ensuite décidé là, de mettre fin à ses jours. C'est ce qui était écrit dans la lettre retrouvée avec le corps de Daniel. Le 15 septembre 2015, environ un an plus tard, il y a le corps de Jake Taylor, 25 ans, qui est retrouvé dans le cimetière de Barking, là où les deux autres corps ont aussi été retrouvés. Il y avait lui aussi une bouteille de GHB dans la poche de son pantalon, puis il avait été encore trouvé en position assise, là, comme les deux autres hommes. En retraçant la soirée précédente, Jack Taylor avait été à un party là, dans une boîte de nuit le 13 septembre. Il est ensuite rentré chez lui puis il s'est connecté à Grindr. Il a contacté un certain Stephen Port puis ils ont convenu de se retrouver à la gare de Barking, ce qu'ils ont fait là, vers les petites heures du matin le 13 septembre. Il est ensuite retourné avec Stephen Port à son appartement. Donc, pour Jack Taylor, on a les CCTV de ses déplacements là, le soir et le lendemain matin qu'il a vu Stephen. Donc, je vais vous les passer à l'instant. Puis après ça, on va continuer l'histoire.
Lorsque Stephen a été interrogé au sujet de Jack Taylor, il déclare ne pas reconnaître son nom, il reconnaît pas ses photos, il aurait jamais été en contact avec lui sur Grindr. Jack Taylor n'avait jamais été à son appartement. Il n'y avait jamais eu de rapport sexuel avec lui non plus. Il n'était pas impliqué dans sa mort, puis il a même déclaré que Jack Taylor n'était pas le genre de personne qui le fréquenterait, car il disait avoir tendance à s'intéresser là, aux jeunes garçons, alors que Jack Taylor paraissait plus âgé. Le médecin légiste a trouvé des concentrations mortelles de GHB, puis puisque Jack Taylor avait bu là, à sa soirée, puis que l'alcool et le GHB peuvent avoir comme un effet cumulatif, le médecin légiste a certifié que la cause du décès était une surdose mixte d'alcool et de drogue fait durant la soirée. Malgré les CCTV que je vous ai montrés que les policiers ont eu, Stephen Port n'a même pas été identifié là, grâce à ça. En fait, même si sur certains, on peut très bien voir que c'est lui. Je trouve que c'est assez évident que ça pourrait être lui. Il y a même genre des amis de la famille puis tout, des 4 jeunes hommes qui disaient que c'était clairement lui. La police a été beaucoup critiquée là, à ce sujet-là. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, à la mort d'Anthony Walgate, l'équipe d'évaluation des homicides HAT a conseillé la police de Barking dans son enquête, puis ils ont ordonné le 27 juin 2014 la saisie de l'ordinateur portable de Stephen Port pour examen parce que la famille d'Anthony avait porté plainte plusieurs fois contre Stephen parce qu'il se doutait vraiment que c'était lui, mais les policiers ont rien fait. La police de Barking n'a pas soumis le portable de Stephen à l'expertise médico-légale avant 10 mois avant la première enquête sur Anthony. Elle n'a pas examiné les résultats téléchargés avant juillet 2015, donc quasiment un an plus tard. L'enquêteur stagiaire qui a finalement examiné les documents téléchargés, il n'a pas révélé l'obsession absolument incessante, 24 heures sur 24 de Stephen Port pour la pornographie homosexuelle de viol sous drogue, ni les centaines de milliers de messages sur les forums en ligne et les réseaux sociaux concernant les viols sous drogue, en particulier ceux de jeunes hommes inconscients. Donc, ils ont tous trouvé ça dans son ordinateur portable, mais il n'y a rien qui a été dit. Les amis d'Anthony ont constamment exhorté la police à vérifier l'ordinateur portable de Stephen en affirmant aux agents que Stephen était très, très louche, mais la police a affirmé que c'était trop cher à vérifier. La police va plus tard dire que c'était une fausse accusation, qu'ils n'ont jamais dit ça. Donc, comme dit plus haut, le 15 octobre 2015, Stephen Port, 41 ans, il est arrêté par les policiers puis amené en interrogatoire. J'ai trouvé la vidéo de son interrogatoire sur Internet. J'ai pensé à si je mettais la vidéo au complet, vu qu'elle dure 11 minutes. Je vais mettre la vidéo au complet avec un retranscrit sur le côté parce que Stephen, je trouve que parfois il est très difficile à comprendre. Donc, si vous voulez pas l'entendre au complet, vous pouvez skipper de quelques minutes, puis on se revoit par la suite. Sinon, bonne écoute. So did you have any involvement in the death of the male that we just spoke about a short while ago, Gabriel Cavari or Gabriel Klein? No, I didn't. So were you involved in administering any drugs or poisons or noxious substances to him? No, I don't administer drugs to anyone or give drugs to anyone. That's done at the party by someone else. The name I recognised when the party mentioned before was he's normally at the parties and deals with administrating drugs. Who's that, sorry? Daniel. Recognised him. Sometimes he deals, he hands out the drugs to the guests. Daniel. This is the male Yeah. that we spoke of earlier. So, it might not be the same guy, I really don't know. But it's only Daniel I'd know. Or, I mean, I've spoken to him a couple of times at the party. Remembering his name. But he does, like when I did, Scott would ask him to pick up guys, take them to a party, and he would stay. Well, he would stay and minister or deal out hand out with drugs, whatever. But I would leave, or he would stay. And did you go with Daniel to meet people?
No, I knew he was doing the same as I was, but I'd seen him at the party and I had a brief conversation with him about it, but I've never actually engaged with him outside of Outside of a party? Smith. And which parties were these? Well, Scott was the fat parties. Scots parties? Yeah. The fat party? Fat party, F-R-A-T. Frat parties? So when was the first occasion that you met the person that you're talking of, someone that you know as Daniel? I think it was on the first few occasions I was there. It was the first time I photographed for Scott, and Daniel was there. So I don't even know if it is the same Daniel I'm talking about, but it's the only Daniel I can recall as such. I think his name was Whitworth. It rings a bell, but You think his name was Whitworth? I mean, if he's tall, almost as tall as me, with brown hair, slim. Might help if I show you a picture. I'll call this CRT2. This is Jack Taylor. Do you recognise that mate? No, I don't recognise him. I don't pay full attention to the guys' faces when I pay attention to the parties. But I don't recognise his face. So you don't recognise his face? I do not know. No. And I mean, that's Jack Taylor, so you don't recognise No, I don't. Jack Taylor? No. So, have you ever slept with this male? No. Had sexual intercourse with him? It doesn't look like the type I would go with myself. He's not the sort of person you'd go for? No, I tend to. It's more younger, drinky boys, more younger boys, but not. He looks older. He could be similar to the type I've taken to parties, but I don't recognise him as being one of them. So you don't recognise him as being one of them? No. No. Okay. And Jack, again, was found dead. It was on the 14th of September 2015. Stephen, did you have any involvement in his death? I did not know. No. Did you kill Jack Taylor? Did not know. No. Did you administer any drugs or noxious substances to him I did not know. with the intention of causing him harm? No. Definitely not. No. No. And you say you've never seen him before. Is that right? That's right. That's right. Okay, I've got another map here, CRT8. I'm just trying to show you as many maps of the area because it's not easy to get it all in one piece of paper, just so that we're clear really. And again, it shows your home address and it shows the church St Margaret, and behind it you've got the Abbey and the primary school. In particular, the area around the walls of the Abbey. Have you ever had any reason to go into that area? No. Have you ever been through into the Abbey? No, I haven't. No. No, I don't generally go to the church areas. No.
I think once went to that church with my ex Danny. Went to the church on a Christmas day. Went into the church, but that's as far as I got. As far as You've not been into the grounds behind it where you've got the old abbey walls. No, The grounds there. No, it's a spooky, so I won't go there. You've never been in there. No. In all the 8 years that you've lived across the road from the park. I thought it was all private. I wouldn't go there. I think it's a private area. It belongs to the church. It's fairly open, isn't it, when you go past? Would you agree with that or not? And the field's, the Yeah. field is, but the church bit behind the walls, we won't go past there. Because 3 of the 4 people that have been found dead were found slumped up against the wall here of the abbey. Gosh. Pardon? Yeah, I didn't know that. You didn't know that? So that's news to you, is it? Did you put them there? No. So obviously Anthony was found slumped outside your address with a large amount of GHB in his system. The other 3 men we've been discussing were all found over by the wall area of the abbey. You can see on the map. Again, all of them were slumped against the wall with a large amount of GHB in their body. Can you account for that at all? No, I can't. And Stephen, did you write this letter? Yeah, CRT 11. No, I didn't. The photos of it that's found with Daniel. No. No. I feel not. Are you telling us the truth, Stephen, I'm telling you the truth, yes. about the letter? Yes. 100% truth. About all of these boys? Yeah. Young boys? In the early stages of their youth, really, in terms of in their early 20s. All found dead. Stephen? Yeah, I understand, but Close to your house. One of them had been in your house either just before or at the time when he died and was found to have large quantities of a drug in his system. The other 3 were all found just over the road in the churchyard, or just beside the churchyard in that area that we've discussed, Yeah. propped up against a wall, short distance from your house, all again with high levels of GHB in them, enough to kill them. Highly unusual way to die for one person. This is 4 all found very close to where you live. All men, young men, type of men that you say that you find attractive. All now dead, Stephen. as I said, Anthony, I know nothing about the other 3, how they come to be. Stephen, this is serious, Yes, I know. okay? It's really important that you tell us the absolute truth. You've told yourself always true. The Donc là, je vais vous parler du procès. Le procès pour Anthony Wellgate. Il y a un examen ultérieur de la carte d'Anthony de téléphone qui a confirmé la localisation de son téléphone portable, puis il permet d'établir qu'il est arrivé au point de rendez-vous peu avant 22h15 le soir de son meurtre. Il n'a jamais été revu vivant, puis son téléphone n'a jamais été utilisé.
La conclusion inévitable, c'est que Stephen Port a délibérément administré une surdose de drogue à Anthony, avec l'intention de le pénétrer alors qu'il était inconscient. Pour diverses raisons expliquées par les médecins légistes, il est impossible de déterminer précisément la date du décès d'Anthony, mais ils sont certains qu'il était déjà mort lorsque Stephen Port s'est rendu au travail le lendemain soir. Donc, le 19 juin, Stephen Port rentre du travail vers 4 heures du matin. À ce moment-là, il avait déjà habillé le corps d'Anthony, qui était déjà décédé. Il a ensuite traîné son corps pour le déposer sur le chemin. Il avait glissé dans sa poche la petite bouteille de GHB pour faire impression qu'Anthony était mort d'une overdose auto-administrée. Il a ensuite retiré et jeté le téléphone portable d'Anthony, craignant que leur contact sur le site soit retracé. Ensuite, il a appelé l'ambulance pour signaler qu'il avait découvert par hasard qu'il avait découvert par hasard le corps d'Anthony devant sa maison. Donc, pour Anthony, il a été condamné pour meurtre et administration d'une substance. Pour Gabriel Covary, le dernier message enregistré sur son téléphone datait de 5 heures du matin. Compte tenu de ce qui s'est passé par la suite, ils ont dû déduire que peu après ce message, Stephen a administré de la drogue à Gabriel avec intention de le pénétrer alors qu'il était inconscient. L'overdose qu'il lui a administrée s'est malheureusement avérée fatale. Donc, l'après-midi suivant, le 26 août, Stephen Port a changé de numéro de téléphone, puis il a informé un ami du départ inattendu de Gabriel. Il a progressivement étouffé l'histoire en y ajoutant des petits détails, puis ensuite a affirmé avoir entendu dire que Gabriel était retourné en Espagne où il vivait avec sa compagne. Le corps de Gabriel Covary a dû rester plusieurs jours dans l'appartement de Stephen parce que c'est juste le matin du 28 qui a été découvert. Il ignore comment il a réussi à déplacer le corps parce qu'il nie absolument tout, là, donc il nie tous les faits. La cause du décès avait été classée comme un overdose avec des taux de GHB très élevés et potentiellement mortels. Puis ensuite, Stephen Port a été accusé du meurtre de Gabriel Covary et de l'administration intentionnelle d'une substance à son écorce. Donc, pour Daniel Whitworth, lui et Stephen, ils ont pris contact via un site de rencontre gay qui s'appelle FitLads. Après de nombreux échanges, là, ils ont convenu de se rencontrer le 18 septembre en après-midi. Par la suite, la seule personne qui sait vraiment ce qui s'est passé après l'arrivée de Daniel, c'est Stephen Port. Donc, on suppose que le lendemain matin, le 19 septembre à 10h30, Stephen a supprimé son compte sur FitLab. Ce qui fait en sorte que le monde pense que Daniel était déjà mort puis qu'il tentait d'effacer toute trace de leur contact. Cette nuit-là, il aurait transporté le corps de Daniel jusqu'à la baie de Barking, où il l'a déposé à peu près dans la même position que celle où il avait déposé Gabriel auparavant. Comme il avait fait avec les autres, il avait glissé une bouteille de GHB dans sa poche, volé son téléphone portable afin de dissimuler leur contact. La cause du décès avait été classée comme une intoxication au GHB. Lorsque la police a finalement fait remarquer à Stephen que l'expert graphologue avait démontré sans l'ombre d'un doute que c'était lui qui avait rédigé la lettre de suicide pour Daniel, Stephen a persisté puis a affirmé le contraire. Il a ensuite modifié sa version des faits puis a affirmé avoir rédigé la lettre sous la dictée de Daniel Whitworth. Donc, Daniel aurait forcé Stephen à écrire sa lettre de suicide avant de se suicider, ce qui fait pas vraiment de sens. Il a donc été inculpé pour le meurtre de Daniel, puis d'avoir aussi administré une substance intentionnellement. Jack Taylor, lui, peu avant 7h30 le matin du 14 septembre, Stephen a bloqué le compte Grindr de Jack Taylor, supprimant ainsi la série de messages qui se sont échangés. Plus tard, dans la matinée, Stephen a supprimé aussi son propre Grindr. Stéphane a envoyé une série de messages décourageant son colocataire de revenir à l'appartement de ce matin-là parce qu'il voulait pas manifestement que son coloc retrouve le corps de Jack Taylor dans l'appartement. Plus tard dans la soirée, il a amené son corps au cimetière. Il l'a placé de manière à donner l'impression qu'il était assis juste au-dessus du mur où il avait laissé les corps de Gabriel et Daniel. Il avait lui aussi glissé une bouteille de GHB dans sa poche. Comme il l'avait fait pour les autres, il a retiré et jeté son téléphone. Il a été accusé du meurtre de Jack et aussi d'administration d'une substance intentionnellement. Donc, toutes les informations à propos des 4 garçons que je vous ai parlé, c'est des spéculations de ce qui aurait pu se passer, les conclusions faites, parce qu'en fait, Stephen, il a nié tous les faits, puis il a tout le temps nié. Donc, la seule personne qui sait exactement ce qui s'est passé reste Stephen, qui ment, bien évidemment. Mais là, durant toute la durée du procès, on apprend que Stephen Port a fait beaucoup plus de victimes. Donc, je vais vous parler des autres victimes.
Ils ont pas de nom. C'est ABC. Donc, on va commencer par la première victime de Stephen Port, qui est victime A. C'était un étudiant intelligent et éloquent qui venait juste d'avoir 19 ans en 2012. Il a contacté Stephen sur Grindr. Il s'est rendu à l'appartement de Stephen. Ils ont discuté. Il a semblé quand même poli et amical. Son humeur était détendu. Donc, selon lui, selon victime A, il n'y avait rien d'alarmant. Stephen lui aurait ensuite servi un verre de vin rouge qu'il a bu. Mais il a remarqué de la poudre figée au fond du verre, puis il a tout de suite soupçonné là, que son verre avait été drogué. Il a décrit comment il a été pris de vertige puis de désorienté, son équilibre et ses pensées ont été perturbés. Il a ensuite perdu connaissance. Il a été conscient d'avoir amené dans la chambre, qu'il a été déshabillé et violé par Stephen, mais il se sentait mentalement et physiquement incapable de résister en raison du fait qu'il a été drogué par Stephen. Quand il est retourné à son université, il a immédiatement porté plainte auprès d'un ami et a même consulté un médecin parce qu'il était sûr qu'il avait été drogué. Lorsqu'il a vu que Stephen Port s'était fait arrêter en octobre, la victime A s'est présentée là, au poste de police pour faire une plainte. Ce qui lui a rajouté les chefs d'accusation suivants. Administration d'une substance avec l'intention de stupéfier ou de maîtriser la victime afin de permettre au prévenu d'avoir des relations sexuelles avec lui, puis un autre chef d'accusation de viol. La victime B avait 20 ans lorsqu'il a rencontré Stephen sur un autre site web de gay là, en juin 2014. Il a également déclaré qu'au début, il se sentait plutôt en sécurité et à l'aise avec lui, qu'il trouvait que c'était un garçon là, assez sympathique. Il a également incité... Stephen a incité le victime B à boire une boisson sans alcool, puis ça l'a immédiatement rendu inconscient. Quand il a repris connaissance, il a décrit ce qu'il a appelé l'effet terrifiant. Là, il avait l'impression de ne plus avoir le contrôle de son corps. Il criait, hurlait et appelait à l'aide. Donc, Stephen l'a amené au poste de barking, toujours dans cet état-là. Il y a des agents de la police, des transports qui l'ont vu angoissé, incohérent, instable et vomissant de la couleur verte. Victime B n'a malheureusement pas pu affirmer avec certitude que Stephen l'avait pénétré dans cet état-là. Il y avait donc pour victime B aucune accusation de viol, mais seulement d'administration intentionnelle d'une substance. Victime C, on n'a pas beaucoup d'informations. Dans le fond, victime C et Stephen avaient une relation de longue date. Là, ils couchaient ensemble de façon consentie et tout, mais c'est arrivé à une fois ou probablement plus là, que victime C a été inconsciente puis s'est réveillée et se demandait ce qui se passait, mais le jury pouvait pas être certain que C n'avait pas consenti à ce qui s'est passé, donc il y a eu malheureusement aucune accusation là, pour la victime C. La victime D a 22 ans, mais il paraissait beaucoup plus jeune que son âge. Il avait suivi un processus de changement de sexe pendant un certain temps, mais le processus avait récemment été interrompu. Il a décrit un incident survenu en janvier 2015 où il s'était rendu à l'appartement de Stephen et où sa boisson avait été droguée, ce qui l'avait rendu inconscient. Stephen l'avait pénétré dans son état, bien évidemment, sans son consentement. Stephen il a même filmé le viol, puis il l'a montré à victime D le lendemain. Ce qui a fait que victime D a été porté plainte. Donc, Stephen a été inculpé d'administration d'une substance intentionnelle et de viol, encore une fois. Victime E est âgée de 35 ans. La victime E était un peu plus âgée que les autres. Là. Il a rencontré l'accusé sur Grindr en juillet 2015. Stephen y avait déjà expérimenté l'administration anale du GHB, ce qui, selon lui, permettait une absorption plus immédiate du médicament. Donc, il a fait croire à victime E qu'il appliquait du lubrifiant dans son anus à l'aide d'une seringue qu'il appelait un applicateur. Victime E avait consenti, bien évidemment, au rapport anal normal, mais il s'opposait fortement à l'administration des médicaments. Donc, après que Stephen ait inséré l'applicateur, il a commencé à se sentir mal. Il ressentait une désagréable sensation de brûlure puis de picotement, ce qui provoquait un léger engourdissement. Il savait que c'était pas normal puis que c'était clairement pas du lubrifiant. Puis il a immédiatement soupçonné une tentative d'administration de drogue. Il a réussi à s'habiller et à partir avant que Stephen puisse faire quoi que ce soit. Donc, Stephen a été accusé d'agression par pénétration. Victime F a rencontré le prévenu après des échanges sur Grindr en août 2015. Il avait clairement indiqué lors de leur échange qu'il ne consommait pas de drogue. Stephen Park a lui aussi appliqué l'applicateur sur son anus, disant que c'était du lubrifiant.
mais la victime F a immédiatement ressenti une douleur comme une morsure. Son esprit s'est alors complètement vidé. Il a été choqué, puis il s'est senti étourdi, puis c'est dans cet état-là que Stephen l'a malheureusement pénétré. Il a déclaré que son cerveau fonctionnait pas correctement, bien évidemment. Il était drogué par Stephen, puis il a finalement perdu connaissance. Il a répété à plusieurs reprises qu'il n'avait pas consenti à l'administration de drogue, puis qu'il n'avait pas non plus consenti à être pénétré alors qu'il était inconscient. Donc, Stephen a été inculpé d'agression par pénétration, d'administration intentionnelle de substances et de viol. Victime G connaissait Stephen Port, là, le contact avait été établi en 2015 après leur rencontre sur Grindr. Victime G a insisté sur le fait, lui aussi, qu'il ne consommait pas de drogue. Il l'a d'ailleurs clairement indiqué dans leurs échanges qui ont été présentés en cours. Présentant encore un lubrifiant, l'accusé Stephen a inséré l'applicateur dans l'anus de victime G, puis il a administré la drogue, lui causant une douleur intense qui l'a laissé tomber par terre comme s'il était ivre. Heureusement, victime G n'a pas perdu connaissance, puis il a pu s'enfuir. Donc, Stephen a été accusé d'agression par pénétration et d'administration intentionnelle d'une substance. Étant donné que Stephen n'a pas porté l'affaire dans son intégralité, là, voulant dire qu'il n'a pas pu terminer ce qu'il voulait faire, il n'y a malheureusement pas eu d'accusation de viol. Donc, pour la dernière victime connue, on a victime H qui était âgée de 24 ans. H avait eu des relations sexuelles avec Stephen là, quelques années avant. En octobre 2015, il était en crise, il y a une relation qui avait pris fin, il était sans domicile fixe, il avait absolument tout perdu. Victime H s'était mis à boire pour oublier ses nombreux problèmes, puis s'était retourné vers Stephen Port, son seul ami, pour obtenir de l'aide. Donc, au mois d'octobre 2015, il est allé passer 2 fins de semaine chez Stephen. Il a décrit comment, pendant le premier week-end, Stephen l'a harcelé pour qu'il prenne une série de drogues, ce qu'il a fait, puis puisque c'était avec son consentement, la prise de cette drogue ne constitue pas là, un chef d'accusation. Suite à quoi, Stephen l'a pénétré comme il le faisait là, auparavant. Le témoin a déclaré qu'il était trop faible pour discuter avec lui. Le jury n'a pas pu être certain que cela constituait un viol, puis a prononcé l'acquittement pour ce chef d'accusation-là. Le deuxième week-end, après avoir volontairement sniffé une série de drogues, Stephen a utilisé l'applicateur sous prétexte de lui administrer un lubrifiant, encore une fois, injecté dans son anus. Cela s'est produit à son insu et sans son consentement, ce qui constitue l'objet de l'agression par pénétration et de l'administration intentionnelle d'une substance. Les drogues l'auraient rendu somnolent, puis il y a eu des palpitations, il a perdu connaissance, donc période pendant laquelle Stephen l'a pénétré sans son consentement, ce qui a donné lieu à une accusation de viol. Avant de poursuivre, j'ai trouvé des photos de la chambre de Stephen qui ont été prises par la police, donc je vais vous les mettre là, durant que je vous parle présentement, puis on va poursuivre le reste. Ça fait beaucoup de victimes que finalement rien n'avait été fait, que les policiers fouillaient pas plus que ça, les accusés avaient peur d'aller témoigner, ce que je peux comprendre. C'est beaucoup pour une personne. C'est clairement un tueur en série qui... il va pas bien, là. En novembre 2016, Stephen Port a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le juge Openshaw a déclaré: je reconnais que son intention était uniquement de causer un préjudice grave plutôt que de causer la mort. Mais il devait savoir et prévoir qu'il y avait un risque élevé de décès, d'autant plus après le décès d'Anthony Wellgate, la première victime. Il déclare: les meurtres ont été commis dans le cadre d'une conduite persistante de l'accusé qui a drogué subrepticement ces jeunes hommes afin de les pénétrer alors qu'ils étaient inconscients. Une planification importante a été mise en place pour obtenir les drogues à l'avance et attirer les victimes dans son appartement. Après les avoir tués par overdose, il les a traînés dans la rue dans un cas ou amenés au cimetière dans les autres et a abandonné leur corps d'une manière qui les a privés de leur dignité, augmentant ainsi considérablement la détresse de leur famille. Il déclare aussi: je suis convaincu que la gravité de l'infraction est si exceptionnelle que la peine de réclusion criminelle à perpétuité est justifiée, elle est même nécessaire. La peine pour meurtre est donc une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Le juge a refusé de fixer une peine minimale, ce qui fait en sorte que l'accusé Stephen Port va mourir en prison. Là, il pourra pas sortir d'ici là. Dans tout ça, la police a extrêmement été critiquée parce que tout ça aurait pu être évité là,
après la mort d'Anthony Wellgate, puisque les parents et les amis poussaient parce qu'ils savaient que Stephen était louche, ils savaient qu'Anthony avait été voir Stephen. Stephen envoyait toujours ses coordonnées à ses amis pour être sûr que tout allait bien. La famille n'a pas lâché. Ils ont poussé jusqu'au bout pour que quelque chose soit fait. Puis finalement, il y a 5 agents de la police métropolitaine puis 3 anciens agents qui font l'objet d'une enquête pour faute grave en raison des manquements de la police dans la gestion des meurtres de 4 jeunes hommes par le tueur en série, Stephen Park. Donc, l'IOPC, l'Office indépendant pour la conduite de la police, a annoncé que 8 personnes avaient été informées qu'elles faisaient l'objet d'une enquête pour de possibles manquements aux normes professionnelles de la police relatives à l'égalité et à la diversité. Les jurés des nouvelles enquêtes menées en 2021 sur les 4 décès ont conclu que les manquements de la police avaient probablement contribué au décès des 3 dernières victimes. L'IOPC a ensuite déclaré que des éléments de preuve recueillis lors de ces enquêtes, jusqu'alors inconnus, avaient motivé sa décision de réexaminer la police métropolitaine sur ces décès. Aucun des 17 agents impliqués dans l'affaire ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, là, malheureusement. Donc, en annonçant l'ouverture d'une enquête pour faute grave contre les 8 individus, le directeur régional de l'IOPC, Steve Nonan, a déclaré: nous reconnaissons qu'il a fallu du temps pour en arriver là, mais il s'agit d'affaires complexes, impliquant plusieurs agents et 4 enquêtes sur des décès inexpliqués. Il déclare aussi: bien que nous ayons constaté des éléments indiquant que le comportement de ces 8 individus pourrait constituer une faute grave, cela ne signifie pas nécessairement que des procédures disciplinaires seront automatiquement engagées. Sur la base des preuves, à l'issue de notre enquête, nous déciderons si des agents doivent faire l'objet de procédures disciplinaires. Le jury d'enquête a conclu que les policiers de Barking avaient manqué à plusieurs reprises d'arrêter Stephen Port après qu'il ait administré le GHB à Anthony, sa première victime, avant de jeter son corps. Stephen a frappé 3 autres fois avant d'être finalement arrêté, tuant chaque victime dans des circonstances quasi identiques. La police n'a pas réussi à le relier au décès, malgré le travail d'enquête mené par les familles et les amis des victimes qui auraient pu les mener à Stephen Port plus tôt. Donc, lors des enquêtes, les policiers avaient nié les accusations de préjugés et d'homophobie, imputant plutôt leur erreur à un manque de personnel et de ressources, certains agissant à des postes de responsabilité. Selon moi, l'homophobie en a joué une grande partie, surtout avant, là, genre dans le temps, c'était moins bien vu. Le commandant de la police métropolitaine, John Savelle, a déclaré: nous continuons de soutenir pleinement une nouvelle enquête menée par l'Office indépendant pour la conduite de la police sur la réponse initiale de la police au décès d'Anthony Wellgate, Gabriel Kovary, Daniel Whitworth et Jack Taylor. Il déclare aussi: la mort de ces 4 jeunes hommes est une tragédie et nous sommes profondément désolés des défaillances de notre intervention policière. Je présente à nouveau mes plus sincères excuses et celles de la police métropolitaine. Nos pensées vont, comme toujours, à leurs familles et leurs amis. L'ensemble de la police métropolitaine s'engage à améliorer nos enquêtes, nos relations et la confiance que nous accordons à la population pour assurer leur sécurité. Depuis les décès d'Anthony, Gabriel, Daniel et Jack, nous continuons à travailler dur pour améliorer le service que nous fournissons, tout en sachant que nous avons encore du travail à faire. En août 2018, on a su que Stephen Port avait formé un appel contre ses condamnations pour meurtre. Puis, finalement, en novembre 2018, il a été annoncé que la demande d'appel de Stephen Port avait évidemment été rejetée. Donc, Stephen Port fait sa peine de prison à la prison H.M. Belmarsh à Thamesmead, au sud de Londres. Je vais vous mettre une photo. Cette histoire est horrible parce qu'on va se dire que dès la mort d'Anthony, tout ça aurait pu s'arrêter. Les policiers auraient dû écouter les amis et les parents qui ont mené l'enquête de leur côté, qui avaient totalement raison à cause de le fait qu'ils ont voilé leurs yeux ou le fait que vu que c'était des homosexuels, ils n'ont pas voulu s'en mêler. Ça fait en sorte que 3 autres jeunes hommes sont morts pour absolument rien. La famille devait être complètement détruite, fâchée, puis ils ont continué à travailler sans arrêt pour trouver c'était qui. Merci d'avoir été là. J'espère que la vidéo vous a plu. Là. Elle est beaucoup plus longue que mes vidéos d'habitude. Puis on se revoit là, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.